Karine Farge. Présente. Monsieur Jean-Pierre Yetna. Présent. Madame Marie-Noëlle Flotterer. Monsieur Mourad Azi m'a donné pouvoir. Madame Bakhta Maïch. Monsieur Jean-Luc Leroy. Présent. Madame Elvire Thénault. Monsieur Moustapha Bamba. Madame Colette Lambert. Madame Jacqueline Rago. Madame Mireille Bellatar. Monsieur Hervé Martin. Monsieur Albert Blondel. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Patricia Higas a donné pouvoir à Monsieur Albert Blondel. Monsieur Bernard Narboni a donné pouvoir à Moustapha Bamba. Monsieur Bernard Laborde. Madame Francine Cancel a donné pouvoir à Madame Jacqueline Rago. Monsieur Loussen El Mazouzi. Madame Mahagoul Fraz, absente. Madame Loga Vassente. Monsieur Selva Namalé. Madame Soria Maïch. Monsieur Alain Bocara. Madame Pascale Andriana Solo. Monsieur Thierry Mention. Monsieur Raouf Baka. Madame Jennifer Bonino. Monsieur Laurent Poulot. Monsieur Franck Capmarty. Et Madame Barbara Ezélis. Il y a donc 24 présents, 5 absents et 4 pouvoirs. Le point 1 à l'ordre du jour, je vous rappelle quand même que la séance, comme d'habitude, est filmée et retranscrite sur le Facebook de la ville. Alors aujourd'hui, dans l'ordre du tableau que l'on suit pour la désignation des secrétaires de séance, c'est au tour de Madame Jennifer Bonino à prendre le secrétariat, si personne ne s'y oppose, ou si vous êtes d'accord. Donc Madame Jennifer Bonino sera secrétaire de séance. Merci. Le point 1, c'est l'approbation du procès-verbal du 3 juillet 2025 que vous avez reçu. Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 2, c'est l'approbation du rapport d'activité de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée pour l'année 2024. Alors, il vous est proposé donc de prendre acte du rapport que l'on va dérouler rapidement, puisque maintenant, ça fait 6 ans que chaque année, nous présentons ce rapport. Donc, nous n'allons pas représenter les mêmes choses. On va présenter, si vous voulez, les nouveautés ou les projets qui se développent. Alors déjà, c'est le projet de territoire pour les habitants qui a été mené donc en concertation tout au long de l'année 2024. Il y a eu donc plusieurs temps forts avec des entretiens des acteurs et de partenaires, des enquêtes en ligne de la population et puis 3 séminaires avec les élus et le comité de développement. Alors il y a 3 grands axes qui ressortent de tout ça. On va prendre pour un cadre de vie d'exception préservé par une agglomération verte et vertueuse. Le deuxième point, c'est pour offrir aux habitants la possibilité de vivre et travailler autrement sur un territoire de proximité. Et le troisième, c'est pour s'engager dans la préservation du territoire de confiance qui se définit par la tranquillité de ses habitants. Alors si on reprend cet axe, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est améliorer l'accès aux soins pour les habitants de l'agglomération, puisque la pénurie de médecins et spécialistes se ressent sur les 18 communes. Le point 2, c'est favoriser le bien-vivre et la tranquillité pour un territoire de confiance, avec pour objectif lutter contre les incivilités, dans un rapport de proximité et d'écoute avec les habitants. Un autre objectif étant la poursuivre l'utilisation des outils qui donnent au territoire sa capacité à préserver la tranquillité de son cadre de vie. Et enfin, le troisième axe, appuyer sur les équipements culturels et sportifs déjà existants du territoire pour promouvoir et diversifier l'offre culturelle et sportive
des équipements du territoire pour le rendre plus attractif et fidéliser ses habitants. Voilà donc pour ce projet à 2030. Un petit point, puisque c'est quand même le point le plus important, puisque c'est ce qui ramène de la taxe et de l'emploi, c'est l'économie, le développement économique avec le Val d'Ezanville. Le Val d'Ezanville, page 30. C'est la requalification, je ne sais pas si vous voyez, c'est là où il y avait le but, le magasin but. Donc on requalifie entièrement ce Val d'Ezanville avec pour objectif le développement d'activités commerciales, de loisirs et d'artisanat et de services. Il faut noter qu'en décembre, il y a la boulangerie Rouget qui a ouvert en face le Buffalo, si vous connaissez. Oui, très bonne boulangerie, oui. Les travaux de voirie et d'équipement public qui ont débuté pour donner un accès plus rapide au Val d'Ezanville, puisque avant il n'y avait qu'une entrée-sortie, là il y aura une entrée-sortie au même endroit qu'avant, mais une autre juste avant la station Esso qui est sur la départementale. Au niveau du parc technologique de Montmagny, eh bien, il y a les bâtiments de Promoval qui sont en train de monter. Voilà, donc pour cette partie-là. Il y a eu la signature en 2024 du contrat de ville qui renouvelle l'ancien, qui était entre 2015 et 2024, donc projet 2024-2030. Un engagement renforcé pour les territoires prioritaires de Plaine-Vallée. Ça concerne principalement le quartier prioritaire en QPV du centre-ville et des lévriers à Montmagny, avec également en veille le quartier du barrage, avec le programme de réussite éducative intercommunale, le PREI, qui est un dispositif gratuit et confidentiel construit avec l'ensemble des institutions agissant dans le champ de l'enfance, de l'adolescence et de la parentalité. Il faut que l'enfant ait entre 2 et 18 ans. Et le PRI s'adresse aux enfants manifestant des signes de fragilité et dont les parents souhaitent devenir acteurs de la démarche. Donc vraiment un très beau programme avec beaucoup de réussite. Également un partenariat avec l'association Sauvegarde du Val d'Oise, l'ACEP, qui donne donc sur Montmagny des permanences de psychologues. Il y a quand même eu 62 interventions sur Montmagny. Au niveau de la sécurité publique et de la prévention, page 48, l'autorité statutaire est assurée donc par l'EPCI via son président, tandis que l'autorité fonctionnelle est sous l'entière responsabilité des maires sur leur territoire, seuls détenteurs des pouvoirs de police. La coordination avec les forces de police et de gendarmerie facilite une meilleure répartition des effectifs sur le territoire. Alors la mutualisation a pour but de mettre en œuvre des formations adaptées au personnel de police municipale de manière à répondre à des besoins correspondant au contexte intercommunal. Mettre en intercommunalité des policiers municipaux pour mener des opérations de sécurisation avec les forces de sécurité de l'État et les autres partenaires de la chaîne sécuritaire. C'est sur l'agglo quand même 124 policiers municipaux, 21 ASVP, un garde champêtre. Parmi les moyens techniques, c'est 26 véhicules de patrouille, 22 deux-roues motorisés, 12 cinémomètres et 10 services mutualisés de police armée en catégorie C et D et 9 services mutualisés de police armée en catégorie B1. La vidéoprotection, qui est très importante, puisqu'on entend dire qu'il faut la supprimer par certaines tendances. La vidéoprotection, elle est pionnière en matière de mutualisation sur la vidéoprotection en France. L'agglomération Plaine-Vallée place la vidéoprotection au cœur de sa stratégie de sécurité publique pour mieux garantir la tranquillité de ses habitants. Pluridisciplinaire et multipartenarial, le dispositif qui a fait l'objet d'importants investissements ces dernières années est devenu indispensable à l'articulation de l'ensemble des forces de sécurité et de secours, de manière à garantir les libertés fondamentales et le respect de la vie privée de toutes les images provenant des caméras, donnant sur des espaces ou lieux privés, sont bien évidemment floutées.
Il y aura en 2025 la finalisation des travaux d'aménagement du centre de supervision qu'on peut voir sur l'écran, le déploiement d'un dispositif de renvoi d'images vers les centres de secours et la sécurisation également des collèges, la création des réseaux dédiés du système de renvoi d'images vers la préfecture de police de Paris et l'expérimentation des dispositifs de bornes d'appel d'urgence. Il faut savoir que nous avions 22 caméras, on en a rajouté 12 cette année. On avait 2 caméras nomades, des caméras qui se déplacent. On a doublé puisqu'on en a maintenant 4. Et c'est très efficace puisque dès qu'il se passe quelque chose sur un quartier, on déplace cette caméra nomade. Et en règle générale, tout de suite, ça se calme. Donc c'est pour ça que je suis fervent supporter de la vidéoprotection. Et je pense que je ne suis pas le seul à Montmagny quand je rencontre les Magny-Montois qui me le disent. Ils voudraient même tous une caméra dans leur rue. Ce qui change d'il y a une vingtaine d'années, où on avait peur des caméras. Alors, on voit page 53. 53, donc vous voyez le mur d'écran sur lequel vous avez les opérateurs. Il y a 30 opérateurs qui assurent la supervision des écrans, plus un responsable, 24 heures sur 24, 365 jours par an, et c'est à Montmorency, au niveau du commissariat de Montmorency. Et puis en bas à droite, c'est la salle d'urgence d'événements spécial. C'est la salle que j'ai squattée pendant 2 ou 3 jours lors des événements de 2023. J'avais à ma disposition le maniement de 9 caméras sur le mur. C'est un très bel outil. Non, j'étais sur la butte Pinson, j'étais sur place à la butte Pinson. Au PC, il y avait les caméras là-bas. La page 62, l'instruction du droit des sols. Donc c'est l'instruction des permis de construire. Donc il y en a eu 228 sur toute l'agglo et Montmagny en avait 17% qui ont été instruits. En nette diminution depuis le Covid, depuis 2021. On connaît tous les problèmes aujourd'hui pour construire. Les aires d'accueil des gens du voyage. On a une aire d'accueil sur Montmagny avec 15 emplacements. Et puis on a également les travaux qui ont été faits pour requalifier la butte Pinson, puisque au mois de juin, la butte Pinson a été évacuée de tous ses habitants qui y étaient sans droit ni titre. Et on avait, pour reloger ceux qui étaient là avant 2005, 93 maisons de l'habitat adapté qui ont été construites avec à peu près 400 personnes qui ont été relogées. On voit sur le page 66 les aménagements. Alors, les aménagements. Ici, c'est donc le Rouillon avec les 20 logements. Ici, c'est le Pintard avec ses 35 logements. Et ici, c'est l'aire d'accueil avec ses 15 emplacements doubles, ce qui fait 30. Et puis, au niveau du Champ à Loup, à droite, vous avez les 38 logements du Champ à Loup, c'est en haut de l'avenue Maurice Utrio, juste en face, avant d'arriver au feu tricolore. Voilà donc pour cette requalification de la butte Pinson, ce qui a permis la requalification de la butte Pinson, un programme d'habitat adapté jamais égalé en France, puisqu'il s'agissait de construire 93 logements adaptés pour mettre à peu près 400 personnes qui étaient avant 2005 sur la butte Pinson. Voilà donc pour ce rapport d'activité pour ces nouveautés, puisque le restant, on a eu le temps de le voir au fur et à mesure. Des remarques sur ce rapport d'activité de la CAPV ? Monsieur Cap-Marty. Oui, il s'agit donc d'emploi, par exemple, à page 34. Et on se demande quel est le nombre de participants de Montmagny au Salon de la reconversion et de formation d'Aumont, le 7-11-2024.
Et puis, on trouve que cette présentation est bien tardive, alors que sont évoqués les objectifs de 2025. Quel est le nombre de manimontois recrutés dans le cadre de l'opération innovante? Quel est le nombre de manimontois qui ont suivi les ateliers de développement, etc., etc. Le nombre de accompagnement individuel, bilan de compétences, entretien et de conseils pour la création d'entreprises, aide au financement. Combien d'entreprises ont-elles été financées par Plaine Vallée? Combien d'entreprises manimontoises ont-elles été financées par microcrédit? Combien d'entreprises manimontoises ont-elles été aidées par les prêts à taux zéro? Et le programme de réussite éducative, entre autres, le PRU, page 83, sur les 503 enfants suivis, quel est le nombre de manimontois? C'est la majorité, plus de la moitié. Mais donc on vous répondra parce que j'ai pas toutes les statistiques, mais c'est sûr qu'on peut penser que Daumont c'est loin, mais il y a quand même pas mal de fréquentation de manimontois qui vont là. Et tous ces dispositifs s'ajoutent à ceux qui sont vus au niveau de la ville, au centre Jean-François Villemont. Mais le PRE, c'est surtout, comme on l'a vu pour les séances de psychologues, c'est 62, c'est la majorité Montmagny qui profite de ce système. Voilà. Mais on vous donnera les réponses parce qu'il y a des entreprises manimontoises qui font partie de tous ces dispositifs de prêts à taux zéro, etc. Donc on vous donnera le nombre. Ok. Mais bon, c'est des projets dont Montmagny bénéficie pour une grande part. On est quand même dans l'agglo, la commune qui en a le plus besoin. Et on a notre part entière. D'autres remarques? S'il n'y a pas de remarques, on prend acte ou on vote? On vote. Alors, qui est contre? Monsieur Capmarty est contre. Qui s'abstient? Et le reste pour. Le point 3, c'est l'institution du droit de préemption urbain, qu'on appelle DPU, renforcé sur les zones d'activité économique, ZAE, du parc technologique de Montmagny et des Trois-Cornets, situé sur le territoire communal et délégation de son exercice à la communauté d'agglomération Plaine Vallée, en remplacement des délibérations du 22 mai 1997 et du 27 novembre 2003. Monsieur François Rose. Merci, monsieur le maire. Presque tout était dans le titre. Dans le cadre de sa politique foncière et de développement économique, la commune de Montmagny souhaite renforcer ses outils d'intervention sur le foncier situé dans la zone industrielle du parc technologique de Montmagny, que j'appellerai plus tard PTM, ainsi que sur la zone d'activité des Trois-Cornets. La commune a déjà institué un droit de préemption urbain simple sur son territoire par délibération du 25 novembre 2004. Cependant, ce droit ne permet pas de préempter certains biens bâtis, notamment à usage industriel et tertiaire, situés sur la zone déjà urbanisée. Il est donc proposé d'instituer un droit de préemption urbain renforcé en application de l'article L211-4 du Code de l'urbanisme sur le périmètre de la commune pour la zone industrielle du PTM et la zone d'activité des Trois-Cornets. Conformément à la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, la communauté d'agglomération CAPV est compétente depuis le 1er janvier 2017 pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité économique. La commune souhaite donc déléguer l'exercice de ce droit de préemption à la CAPV qui dispose des moyens techniques, juridiques et financiers nécessaires pour mener à bien cette politique foncière. Cette délégation permettra à la CAPV de préempter un plus large éventail de biens, y compris bâtis, afin de mieux maîtriser la mutation foncière. La commune délègue l'exercice du DPU renforcé à la communauté d'agglo CAPV afin de bénéficier de son expertise en développement économique et ingénierie financière pour une gestion plus efficace et coordonnée du foncier économique. L'instauration du DPU renforcé et sa délégation à la CAPV vise à accompagner les mutations économiques du tissu industriel local, préserver le foncier à vocation productive, lutter contre la dévitalisation des zones industrielles, permettre la réinstallation et le réemploi d'activités
à haute valeur ajoutée, mieux maîtriser les transactions foncières, immobilières et stratégiques. Le droit de préemption renforcé prendra effet à l'issue des formalités de publicité de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions sur ce droit de préemption renforcé? Pas de question, mais on est contre cette délégation. Bah, attendez, On pense que c'est mieux que la commune ait cette activité. On est contre, Ben, on n'a pas, si vous voulez, la compétence économique, donc je vois pas quel est l'intérêt de préempter sur quelque chose dont on n'a pas la compétence. C'est l'aglo qui l'a. Donc ça me semble tout à fait logique que ce soit l'aglo qui prenne sur ce territoire, hein, sur ces zones de développement économique, le droit de préemption renforcé. Il serait assez étonnant que, par exemple, pour le PTM, ce soit la commune qui préempte, alors qu'on demande à la communauté d'agglomération de trouver des opérateurs pour construire de nouveaux locaux d'activité. Je pense que la communauté d'agglo regroupe l'ensemble de ses compétences, va dans le bon sens. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui est contre? Monsieur Capmarty. Qui s'abstient? Le reste pour, 27 pour. La question numéro 4, c'est la signature. Alors avant, j'aimerais présenter les excuses, puisque ceux qui regardent sur Facebook n'ont pu voir le début du conseil municipal qu'à partir du point 2. Alors toutes nos excuses pour ce problème technique. Le point 4, c'est la signature de l'avenant numéro 2 à la convention permis de louer entre la communauté d'agglomération Plaine-Vallée et la commune de Montmagny. Délégation du pouvoir de sanction au maire. Monsieur François Rose. Eh bien, dans le cas présent, on fait le contraire. C'est un pouvoir de la CAPV qu'on délègue au profit de la commune. Dans le cadre de sa politique de lutte contre l'habitat indigne et de régularisation du marché locatif, la commune de Montmagny a conclu avec la communauté d'agglo une convention relative à la mise à disposition du permis dit de louer. La communauté d'agglo, par délibération du 18 mai 2022, a instauré l'autorisation préalable de mise en location sur plusieurs communes, dont Montmagny. Par délibération municipale du 30 juin 2022, la commune de Montmagny a validé la mise en place de cette convention. La convention cadre signée le 10 novembre 2022, suite à la délibération du conseil communautaire du 5 octobre 2022, a permis la mise en application du dispositif à Montmagny à compter du 1er mai 2023 sur 8 secteurs, avant son extension à 2 secteurs supplémentaires par avenant numéro 1 validé par délibération du conseil municipal du 3 octobre 2024. L'article 23 de la loi du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement a modifié le régime juridique applicable au permis de louer. Ce texte transfère désormais au maire et au président des EPCI les pouvoirs de sanction initialement dévolus au préfet, ainsi que la compétence pour percevoir les produits des amendes issues de ces sanctions. Désormais, la mise en demeure du contrevenant, la phase contradictoire, la décision de sanction en cas de non-régularisation et l'émission de titres de perception relèvent exclusivement de la compétence du maire lorsque la commune bénéficie d'une délégation du dispositif. En conséquence, la CAPV et la commune de Montmagny souhaitent formaliser ces nouvelles attributions du maire par la signature d'un avenant numéro 2 à la convention existante. Cet avenant prévoit expressément la délégation du pouvoir du maire pour prononcer des sanctions administratives, les modalités de traitement des infractions et de gestion des amendes, la liste des indicateurs d'évaluation devant figurer dans le rapport annuel de suivi du dispositif. Ce rapport permettra un pilotage plus rigoureux du dispositif et un retour d'expérience partagé entre la commune et la communauté d'agglo. Donc, est-ce que vous avez des questions? On pourra recouvrir tout de suite les infractions, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que de passer par le préfet, parce que bon, on voit ce que ça donne. Ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir, par l'intermédiaire du préfet, les pénalités, et on n'a toujours pas. Et j'en parlais l'autre jour, on me disait des fois il faut 4 ou 5 ans. Donc là, ça sera quand même un petit peu plus rapide. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions,
on met au vote qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité, 28. Le point 5, c'est l'approbation du périmètre délimité des abords, le PDA, de la chapelle Sainte-Thérèse. C'est encore François Rose. Voilà. Donc vous avez au tableau, normalement, on avait un plan avec le rond où se situait l'ancien périmètre. Vous ne l'avez pas, là? On ne le voit pas? C'est un mauvais choix des couleurs. Et là, vous avez donc le nouveau périmètre. Je vous avais dit de me mettre une couleur que je voyais. Donc ça, c'est l'ensemble du périmètre. Il faut savoir que, en réalité, le périmètre sur le sud de la commune s'arrête ici, puisque cette partie du périmètre est sur Deuil-la-Barre. La présente délibération a pour objet l'approbation du périmètre de délimité des abords de la chapelle Sainte-Thérèse. En effet, la ville de Montmagny, compétente en matière de documents d'urbanisme, a travaillé en collaboration avec les services des bâtiments de France afin de définir un nouveau périmètre, dit périmètre délimité des abords, PDA. Celui-ci doit être soumis à une enquête publique avant d'entrer en vigueur par arrêté du préfet de région. Conformément à la réglementation, le maire, autorité compétente pour organiser une enquête publique, a saisi le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce dernier a désigné, par décision du 9 avril 2025, Mme Muriel Lescope comme commissaire enquêteur et Mme Florence Short comme commissaire enquêteur suppléante. L'enquête publique unique a été prescrite par arrêté du maire du 15 avril 2025 pour une durée d'1 mois et s'est déroulée du 12 mai au 25 au 14 juin 2025. Cette enquête a permis au public de donner ses observations sur le projet de PDA. Le commissaire enquêteur a tenu des permanences en mairie permettant ainsi au public d'échanger et d'obtenir des réponses aux dates suivantes, alors le 12 mai, le 24 mai et le 14 juin de 9h à 12h et le 4 juin de 14h30 à 17h30. Ces dates de permanence ont été largement diffusées via le site internet de la ville, les panneaux d'affichage réglementaire, les panneaux lumineux, ainsi que sur les réseaux dits sociaux. À l'issue de l'enquête, Mme Muriel Lescope, commissaire enquêteur, a remis son rapport et ses conclusions motivées le 25 juin 2025, émettant un avis favorable. Le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public en mairie pendant 1 an à la direction de l'urbanisme et de l'aménagement durable, située à l'ancien séminaire, ainsi que sur la borne numérique disponible à l'entrée de la mairie, aux jours et heures d'ouverture habituelles. Il sera également consultable sur le site internet de la ville. Toute personne intéressée pourra en obtenir communication. Donc, en conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce PDA de la chapelle Sainte-Thérèse tel qu'annexé à la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je pense que ça va dans le bon sens, puisque ça va permettre, d'une part, de raccourcir le délai d'instruction et d'autre part, de permettre à des personnes qui étaient quand même assez loin de la chapelle Sainte-Thérèse de pouvoir faire les travaux qu'ils voulaient. Ça concernait quand même 83,61 hectares avec le rayon de 500 mètres et aujourd'hui uniquement 31,04 hectares avec ce que l'on propose ce soir. Donc je pense que ça va dans le bon sens. S'il n'y a pas de questions, je passe au vote qui est... Monsieur Capmarty. Donc la surface est encore trop importante et empêche les constructions, même non visibles, de l'église. Et les habitants ne peuvent pas, par exemple, installer des panneaux solaires. Ça leur est interdit. Voilà. Donc, nous, on est contre. Ah oui, c'est pas nous oui, qui décidons. Oui, monsieur Capmarty, je comprends que vous puissiez être contre, mais par contre, je voudrais quand même vous faire remarquer, comme le disait monsieur le maire il y a 2 minutes, on est passé de 81 hectares précisément à 31. Ça assouplit quand même sur 50 hectares les possibilités de réaliser ce type de construction. Je pense que si on avait voulu aller au-delà et réduire encore plus le périmètre, parce qu'il y a eu quand même de nombreux échanges entre l'architecte des bâtiments de France et la commune pour en arriver à ce nouveau périmètre, aujourd'hui on n'aurait rien du tout, on continuerait à avoir 81 hectares. En conséquence, je pense que vous avez tort de penser que ce n'est pas favorable pour les habitants de Montmagny. Moi je pense complètement le contraire. Ah oui, c'est favorable, on ne peut pas le réduire, on peut pas le réduire à 0. Donc c'est pas quelque chose qu'on a fait d'hier pour voter aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qu'on a commencé il y a 3-4 ans, hein, parce que négociations. Je pense que si on votait tous contre,
On resterait à 81 hectares et ça irait à l'encontre de votre position. S'il n'y a pas d'autres remarques, je passe au vote. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty, merci pour les habitants de Montmagny, qui resterait avec l'ancien périmètre. Qui s'abstient? 27 pour. Le point 6, approbation du règlement local de publicité. Et je donne la parole à monsieur Jean-Luc Leroy. Merci, monsieur le maire. Alors, la présente délibération a pour objet l'approbation du règlement local de publicité RLP de la commune de Montmagny. Par délibération numéro DL 2023-1409-064 du 14 septembre 2023, le conseil municipal a prescrit l'élaboration du règlement local de publicité et défini, à ce titre, les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation préalable avec la population, conformément à l'article L. 153-11 du Code de l'urbanisme. En effet, le précédent règlement local de publicité, pris par arrêté préfectoral du 4 juillet 1997, devenu caduc de plein droit depuis le 13 janvier 2021, en application de la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010, dite donc la loi Grenelle II, nécessitait donc l'élaboration d'un nouveau document. Ce précédent règlement concernait les communes de Montmagny et Groslay. Durant la phase de concertation, les habitants, associations locales et autres acteurs du territoire ont été informés et invités à participer notamment par des réunions publiques, la mise à disposition d'un registre de concertation, la publication d'éléments sur le site internet de la commune. La commune de Montmagny a ainsi souhaité l'élaboration d'un nouveau RLP avec pour objectif l'amélioration du cadre de vie, la préservation des paysages et la lutte contre la pollution visuelle. Ce nouveau règlement vise à encadrer l'implantation des dispositifs de publicité tout en garantissant la liberté d'expression, ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie, conformément aux principes constitutionnels et la jurisprudence du Conseil d'État. À l'issue de cette concertation, le projet de RLP a été arrêté par délibération numéro DL 2024-1912-089 du 19 décembre 2024, dressant également le bilan de la concertation. Conformément à la réglementation, le dossier de projet a été transmis aux personnes publiques associées, PPA, et aux personnes publiques consultées qui ont fait la demande. Les avis suivants ont été rendus. Conseil départemental du Val d'Oise, avis défavorable en date du 10 février 25. Syndicat des eaux d'Île-de-France, donc le CEDIF, avis favorable avec observation en date du 11 mars 2025. Et la direction départementale des territoires, DDT, avis favorable avec observation en date du 11 mars 2025. Les personnes publiques consultées n'ayant pas répondu dans les délais impartis sont réputées avoir émis un avis favorable, conformément à l'article R 153-4 du Code de l'urbanisme. La Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, CDNPS, a émis un avis favorable en date du 11 mars 2025. Le projet de RLP ensuite était soumis à enquête publique dans le cadre d'une enquête publique unique égale relative à la révision du plan local d'urbanisme, le PLU, organisée par arrêté municipal numéro A-URBA 2025-009 du 15 avril 2025. L'enquête s'est déroulée le 12 mai au 14 juin 25. À cette occasion, le commissaire enquêteur, Madame Muriel Lescaut, désigné par décision du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, numéro E 25 000031
95 du 9 avril 2025 a assuré plusieurs permanences en mairie, permettant au public de poser ses questions et de formuler ses observations aux dates suivantes. Le lundi 12 mai 2025 de 9h à 12h, le samedi 24 mai de 9h à 12h, le mercredi 4 juin de 14h30 à 17h30 et le samedi 14 juin 25, donc de 9h à 12h. Ces permanences ont été légalement portées à la connaissance du public via le site internet de la ville, les panneaux d'affichage réglementaires, les panneaux lumineux ainsi que les réseaux sociaux. À l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu en date du 25 juillet 2025 un rapport d'enquête public comprenant une synthèse des observations du public, les réponses de la commune, un avis favorable et 2 réserves ainsi que ses conclusions motivées au projet de RLP. Conformément à l'article R153-4 du Code de l'urbanisme, le dossier a été modifié à la marge, notamment pour intégrer les observations des PPA, prendre en compte les remarques du public et lever les réserves du commissaire enquêteur. Donc, ces modifications n'ont pas remis en cause l'économie générale du projet. Les principaux ajustements figurent dans la note de synthèse annexée à la présente délibération. Le rapport d'enquête sera tenu à la disposition du public pendant 1 an à la direction de l'urbanisme et de l'aménagement durable, donc à l'ancien séminaire, ainsi que sur la borne numérique d'accueil en mairie et sur le site internet de la ville. Le projet de règlement local de publicité tel que modifié est conforme aux objectifs initiaux fixés lors de l'engagement de la procédure. Il répond aux exigences réglementaires en matière de publicité extérieure tout en conciliant intérêt général, qualité paysagère et liberté d'expression. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement local de publicité RLP conformément aux articles L 153-21 à L 153-23 du Code de l'urbanisme. Y a-t-il, merci Monsieur Jean-Luc Leroy, y a-t-il des questions? Monsieur Capmarty. Oui, donc, ces publicités sont trop grandes. Je sais pas, la publicité, on l'a partout, à la télévision, au téléphone, dans la rue. Ça suffit comme ça, il faudrait quand même limiter les dégâts, je trouve. Voilà. Ben, c'est exactement ce que l'on fait, si vous en êtes aperçu et si vous avez lu. Oui, j'ai lu. Ce règlement, on reprend en grosse partie ce qui avait été fait en 1997 par M. Guivillier-Escaz. Donc on limite au maximum de ce qui nous est permis la pollution visuelle des publicités. On laisse un petit peu sur 2 axes, la départementale 301 et la route de Saint-Lô. Je voudrais aussi dire qu'on limite aussi dans le sens de la surface des panneaux, puisque précédemment, les panneaux faisaient 12 mètres carrés, maintenant ils feront 10 mètres carrés et demi, si ma mémoire est bonne. On avait proposé moins, et dans le cadre de l'enquête publique, on nous a demandé de remonter à 10,5. Donc c'est un peu involontaire, c'est contraire à notre volonté, mais on se soumet un peu aussi aux avis des personnes que l'on consulte. Et donc on s'est rendu à 10 mètres et demi au lieu de 12 mètres précédemment, mais en réalité, nous, on voulait moins. Voilà. Et pour simplement la conclusion de la commissaire enquêtrice, c'est en termes de bénéfices pour l'environnement, le projet limitera les enseignes lumineuses et permettra de réduire la consommation d'énergie. En termes de valorisation paysagère, le règlement limite la pollution visuelle engendrée par la publicité extérieure. Le règlement permet une meilleure insertion paysagère. J'estime que les bénéfices du projet l'emportent largement sur les inconvénients. J'émets donc un avis favorable. Donc les choses sont claires. Je pense qu'on a été au maximum de ce que l'on pouvait faire sans... Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Je vais passer au vote. Qui est contre? Monsieur Capmarty. Qui s'abstient? Le reste pour 27. Je vous remercie. Le point 7. La révision générale du plan local d'urbanisme, PLU. L'approbation de la révision du PLU. Monsieur François Rose. Merci beaucoup. La présente délibération a pour objet l'approbation de la révision du PLU de la commune de Montmagny.
Par délibération du 14 septembre 2023, le conseil municipal a prescrit une révision générale de son PLU et défini dans ce cadre les modalités de concertation préalable avec la population. Donc vous pouvez vous rendre compte, c'était quand même il y a 2 ans. Conformément à l'article L 153-11 du Code de l'urbanisme, le conseil municipal a débattu lors de la séance du 3 octobre 2024 des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, articulées autour de 5 axes majeurs. Renforcer la qualité de vie, préserver le patrimoine bâti existant, améliorer les déplacements sur le territoire, assurer la transition écologique et préserver les ressources naturelles, encadrer le développement des projets d'aménagement, de requalification urbaine et ou de préservation de l'espace naturel. Après plus d'1 an d'études, le projet de PLU a été arrêté par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2024, laquelle dressait également un bilan de la concertation. Le dossier a ensuite été transmis aux personnes publiques associées. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis tacite favorable conformément au délai réglementaire. La mission régionale d'autorité environnementale a, quant à elle, délivré une attestation d'absence d'observation en date du 26 mars 2025. Les PPA ayant rendu un avis sur le projet de révision sont les suivantes. Île-de-France Nature, RTE, le Centre national de propriété forestière, l'unité départementale d'architecture et du patrimoine, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du CROU Enghien-Vieille-Mer, la Chambre d'agriculture de la région Île-de-France, le syndicat, le CEDIF, Île-de-France Mobilité, la direction départementale des territoires et le conseil départemental du Val d'Oise. Alors, tous ceux que je viens de citer ont émis un avis favorable avec des observations. C'est conformément à l'article R 153.4 du Code de l'urbanisme, les avis des PPA sollicités qui n'ont pas émis de réponse sont réputés favorables. Le maire, autorité compétente en matière d'enquête publique, a saisi le président du tribunal administratif et qui a désigné, par décision du 9 avril 2025, Mme Muriel Lescaut comme commissaire enquêteur et Mme Florence Schott comme commissaire enquêteur suppléante. En application de l'article L 123.1 et L 153.19 du Code de l'urbanisme, une enquête publique unique a été prescrite par arrêté du maire du 15 avril 2025 pour une durée d'1 an et s'est déroulée du 12 mai 2025 au 14 juin 2025. Elle a permis au public de formuler les observations sur le PLU. Le commissaire enquêteur a tenu en mairie 4 permanences, les lundis 12, samedi 24 mai, samedi 14 juin de 9h à 12h et mercredi 4 juin de 14h30 à 17h30. Ces dates de permanence, comme je le disais tout à l'heure, je vais répéter, puisque dans chaque délibération, aussi bien pour le RLP que celle qu'on a eue pour le zonage, a fait l'objet d'une large diffusion. À l'issue de l'enquête du commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de conclusions motivées. Conformément à l'article R 153.4 du Code de l'urbanisme, le projet de PLU a été légèrement modifié pour tenir compte des avis des PPA, des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur. Les principales modifications sont présentées dans une note de synthèse annexée à la présente délibération. Par ailleurs, la mise en compatibilité de la ZAC de la plante des champs, approuvée par arrêté préfectoral en date du 11 août 2025, a été intégrée dans la maquette du PLU soumise à l'approbation, conformément à l'avis rendu par la DDT en date du 2 avril 2025. Un rapport du commissaire enquêteur sera à la disposition du public en mairie pendant 1 an, à la direction de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'aménagement durable, situé à l'ancien séminaire, sur la borne numérique disponible à l'entrée de la mairie, aux jours ouvrables de la mairie. Il sera également consultable sur le site internet de la ville. Toute personne intéressée pourra en obtenir communication. Par ailleurs, la délimitation du PDA autour du monument historique validé par l'architecte des bâtiments de France a été approuvée il y a quelques minutes. L'instauration d'un droit de préemption urbain renforcé sur les zones d'activité économique du PTM et des Trois Cornets a fait l'objet également d'une délibération de ce jour qui a été approuvée il y a quelques minutes. Le règlement le RLP élaboré parallèlement au PLU a également été approuvé ce jour. Avez-vous des questions?
On va peut-être passer le... Alors oui, je voulais deux choses. On va d'abord vous passer quelques planches au tableau. Je voulais aussi remercier Madame Nietzsche pour le travail accompli pour nous aider à réaliser ce PLU pendant 2 ans. Elle a dû nous supporter. Et je remercie également Anne Frettini, la responsable du service, qui a été très patiente, qui a été très compétente pour nous assister pendant toute cette durée. On a essayé d'être des bons élèves, mais c'était difficile. Ah oui, mais c'était une bonne professeure, mais elle avait de mauvais élèves. Non, elle avait des élèves qui fatiguaient vite, des fois. Oh oui, mais bon. Alors donc, on va passer à la page suivante. Encore la suivante, c'est bien, oui. Voilà, donc, le plan nous avons des orientations d'aménagement et de programmation OAP. Donc, pour les trams, il est où le pointeur? Il est là. Pour les trames vertes, donc c'est ici la trame verte, et pour la trame bleue, c'est le Usuara, voilà. Donc, ces deux trames qu'il convient de préserver. Ils servent par exemple pour la trame verte à la migration d'oiseaux et autres. Et la trame bleue, bon, je ne dirais pas qu'il y a des poissons, mais au moins on essaie en collaboration avec la CAPV et le SIAR d'améliorer la qualité de l'eau, même si c'est encore compliqué. La page suivante, c'est donc voilà, donc c'est l'OAP de la rue du Général de Gaulle et de l'angle Maurice Berthaud. Donc elle se situe ici sur le plan. Donc quand vous sortez de la mairie, sur votre gauche, vous avez ce vieux bâtiment ainsi que ce commerce et quelques maisons. Nous avons des hordes de promoteurs qui s'intéressent à ce secteur, donc on n'a pas voulu laisser faire n'importe quoi dans ce secteur, donc on a préféré organiser quelque chose. Il faut savoir que l'immeuble qui se situe là, que vous avez en photo ici à l'angle, il y a une multitude de logements qui sont plus ou moins décents, donc nous souhaitons voir modifier ce secteur et améliorer la qualité de vie aussi bien des habitants que du secteur que de l'ensemble des Manimontois. Donc nous avons un projet qui pourrait aller jusqu'à 140 logements. Il faut savoir pourquoi y a-t-il un trou au milieu entre les deux bâtiments, c'est qu'il y a le passage ici du rue du Haras. Donc il y a une bande de 15 mètres de chaque côté qu'il faut préserver en vert, ce qui est une très bonne chose. Et puis nous créons sur ce secteur-ci une activité commerciale de 400 mètres carrés de plancher qui permettrait éventuellement, par exemple, de reloger celui qui est ici aujourd'hui. La page suivante, c'est la plante des champs. Donc la plante des champs a fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Donc nous devons mettre en compatibilité notre PLU avec l'arrêté préfectoral concernant la plante des champs. Bon, ça a fait l'objet d'une enquête publique à part qui a reçu au bout du compte un avis favorable. Donc je pense qu'on en a beaucoup débattu de cette plante des champs et que, aussi bien dans le cadre de l'arrêté que du PADD et autres, donc je pense qu'on peut passer à la planche suivante. Ça, c'est pas trop, oui. Donc ici, nous avons les principales modifications du plan de zonage. Donc nous avons 8 zones, mais il y a des subdivisions supplémentaires. Par exemple, l'UKS, par exemple, n'existait pas avant. Maintenant, il existe dans le zonage. Ça correspond à l'aire d'accueil des gens du voyage. Donc on peut croire que c'est un peu du patchwork, mais bon, on essaie d'adapter chaque secteur de la ville en fonction de ce qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, la rue Carnot fait l'objet de son propre zonage. Après, vous avez toutes les zones pavillonnaires qui ont été construites dans les années 80-90 qui rentrent dans les secteurs UK, qui font l'objet d'un zonage particulier et d'une réglementation particulière. D'ailleurs, sur la zone UK, la réglementation a été un peu assouplie par rapport à ce qu'elle était avant. En UG, bon, elle est sensiblement équivalente. Et puis pour les activités, donc on en a parlé en début de conseil. C'est quoi ça? Je vais regarder sur la feuille, là, je vois mieux. Le règlement, donc nous avons... Comme on l'a approuvé tout à l'heure, donc revu le problème du secteur de plan de délimitation des abords de la chapelle Sainte-Thérèse, qui maintenant a une délimitation sur Montmagny qui est ici,
puisque comme je disais tout à l'heure, cette partie-là est sur deuil. Au lieu du grand cercle qu'il y avait avant, qui représentait donc, comme le disait monsieur le maire, 81 hectares, alors que maintenant on en a plus de 31, ce qui va quand même permettre d'assouplir les règles d'urbanisme sur environ 50 hectares. Et on passe à la suivante. Alors pour le stationnement, donc nous essayons au maximum dans le cadre de l'urbanisation de prévoir suffisamment de stationnement pour les habitants, en s'inscrivant en même temps dans les objectifs du plan de déplacement urbain de la région Île-de-France et en rappelant les dernières normes en vigueur. Il faut savoir par exemple qu'une construction à moins de 500 mètres d'une gare divise par deux le nombre de places de stationnement. Donc quand il y a par exemple dans un logement social prévu une place, on se retrouve avec une demi-place. On vous dirait comment on fait, je ne sais pas, mais c'est la réglementation, on est bien obligé de l'appliquer. On a aussi la possibilité on veut faciliter également l'installation de nouveaux commerces, de bureaux et de locaux. Donc on en a parlé tout à l'heure concernant par exemple les 400 mètres carrés que nous allons créer dans le cadre de l'OAP de l'avenue Général de Gaulle, sans parler après de ce qu'il peut y avoir sur le PTM et les Trois Cornets. Le stationnement automobile, donc je viens d'en parler il y a 2 minutes. Ensuite, le stationnement vélo en compatibilité avec le décret du 30 juin 2022. On serait tenté de demander, par exemple, à Île-de-France Mobilité, un garage à vélo sécurisé, par exemple pour la gare de Deuil-Montmagny, qui serait une bonne chose pour ceux qui auront l'intention de s'y rendre en vélo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 135 gares d'Île-de-France qui en sont équipées. Pourquoi pas 136 ? Ensuite, qu'est-ce que c'est la suite? On est à quelle page là? La page 11. Enjeux réglementaires, donc on maintient l'aspect traditionnel de cette partie ancienne du territoire, c'est-à-dire c'est la rue Carnot, donc vous l'avez en rouge, ou non c'est en rose, en rouge, oui en rouge disons, sur le plan, avec le maintien de la bande des 40 mètres constructibles, le maintien des implantations limitatives séparatives, l'emprise au sol simplifiée avec 60% maximum, c'est-à-dire que le reste doit être perméable. La hauteur maintenue à 9 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au faîtage. C'est-à-dire qu'on veut éviter sur ce secteur d'avoir des immeubles qui dépasseraient le R+2. Clôture sur rue avec assouplissement des règles concernant le choix des matériaux. Soutenir et renforcer l'attractivité de cette polarité liée à son caractère multifonctionnel, donc instaurer des linéaires commerciaux pour préserver la pérennité des commerces en rez-de-chaussée, autant que faire se peut. Par exemple, le kiné en face, on s'est arrangé pour que ça reste un kiné et que ce ne soit pas un promoteur qui achète pour construire un bâtiment d'habitation. Donc on a quand même un kiné qu'on a préservé en dépit du départ à la retraite de l'ancien le 30 juin dernier. Mixité de l'habitat, donc pour toute construction de plus de 10 logements, on prévoit 30% minimum de logements sociaux. Maintien et développement de la nature du centre ancien. Si un abattage d'arbres à haute tige, replantation équivalente. Un arbre à haute tige pour 250 m² d'espace perméable. Maintien des surfaces libres traitées en espace perméable sur 70% maximum et 10% en pleine terre. Attention portée aux essences allergènes, c'est-à-dire par exemple les bouleaux, par exemple, sont des essences allergènes. Envahissantes, les aires de stationnement extérieur, aller privilégier un traitement par des matériaux perméables pourrait permettre donc une meilleure infiltration des eaux et moins de renvoi sur la chaussée et dans l'égout. Aliment des arbres identifiés sur le plan de zonage. Ensuite, le règlement écrit du zonage UC, donc le maintien des règles d'habitat collectif aéré. Donc on a maintenu sensiblement les mêmes règles que précédemment. Oui, je pense qu'on pourrait. Là aussi, donc, pour préserver la mixité sociale et même la favoriser, donc on prévoit pour 10 logements, 30% de logements sociaux. Et pour le surplus, bon, pour les arbres, c'est la même chose que sur le règlement de la zone précédente.
Maintien de surfaces libres traitées en espace perméable, donc en UC, UCB c'est 60% minimum, en UCC c'est 20% minimum, en UCD 30% minimum, en UCV c'est 60% minimum, donc 10% en pleine terre, en UCV1 c'est 50%. Alors si vous avez besoin, on peut vous remettre le tableau de tout à l'heure avec le découpage pour rechercher où se trouve chacune de ces zones. Là, pareil, on attire l'attention sur le problème des essences allergènes et envahissantes. Les aires de stationnement extérieur des allées doivent être de préférence avec des matériaux perméables et les alignements d'arbres identifiés au plan de zonage. Ensuite, on passe en UEP. Là, la zone permet la construction d'équipements publics, donc il n'y a pas de réglementation particulière bien stricte, puisque c'est nous-mêmes qui nous mettons en accord avec nous-mêmes, donc je dirais que ça facilite les choses. Là, en UG, les enjeux réglementaires, donc on maintient le caractère résidentiel aéré en préservant les cœurs d'îlots, on maintient la bande des 25 mètres constructibles, maintien d'une implantation de voirie avec un retrait de 5 mètres minimum, maintien des implantations séparatives, bon, c'est la même chose qu'avant, emprise au sol maintenue, c'est comme avant, emprise au sol des garages, là on passe de 50 mètres carrés à 35 mètres carrés, hauteur maintenue à 7 mètres carrés à l'égout, à 9 mètres carrés au fêtage, clôture de rue, assouplissement des règles concernant le choix des matériaux. Encourager la mixité sociale, là aussi on fixe la règle de 10 pour 10 logements, 30% de logements sociaux. Maintenir le développement de la nature dans le tissu pavillonnaire, bon c'est pareil que tout à l'heure, si un abattage d'arbres à haute tige, on en replante un. Même surface pour les arbres à haute tige, 250 mètres carrés. Maintien des surfaces libres traitées en zone perméable, 40%. L'attention est portée sur les trucs allergènes et tout ça. On en a déjà parlé. On va passer à la zone suivante, UK. Alors là, en UK, je voudrais apporter une petite précision. Dans votre document règlement, il y a une petite coquille. À la page 154, il était indiqué que les extensions et vérandas, etc., pouvaient aller jusqu'à 20 mètres carrés. Et en page 158, nous avons mis 10 mètres carrés. En réalité, il fallait mettre 20 mètres carrés. Donc je demande qu'on en prenne note, que ça a été indiqué pendant le débat et qu'on m'en donne acte. Donc les règlements sont sensiblement les mêmes que précédemment, à part la suppression de la bande de 25 mètres constructible. Les clôtures sur rue, là aussi, on modifie avec un assouplissement et les mêmes histoires concernant les abattages d'arbres, remplacement du 1 pour 1 et attention aux essences qu'on replante. UI. Faciliter l'adaptation des zones d'activité économique et permettre le développement et la requalification des zones d'activité. Alors, maintien des implantations de voiries pour chaque zone, UI, un retrait de 5 mètres minimum, UIB, UID, alignement ou retrait de 5 mètres minimum. Assouplissement de la règle pour les terrains situés à l'angle de 2 voies. Nouvelle construction, retrait de 5 mètres sur une des 2 voies et de 2 mètres au minimum sur l'autre voie. Extension des bâtiments d'activité, retrait minimum de 2 mètres par rapport aux 2 voies. Maintien de la bande des 40 mètres constructibles pour les constructions à destination d'habitation. Maintien de l'implantation des limites de propriété. UI hors UID et hors habitation en limite avec un retrait de 4 mètres si vu et 2,50 mètres s'il n'y a pas de vue. Faut éviter quand même d'avoir des constructions à quelques mètres de ces fenêtres, c'est désagréable, donc on prévoit quand même un peu de distance. Emprise au sol maintenue à 75% maximum. Hauteur maintenue 14 mètres maximum, en UIC 16 mètres maximum, en UID 19 mètres maximum. On maintient et on développe la nature dans les zones d'activité. Bon, pareil pour les arbres, si on abat une haute tige, on en replante un. Par contre, les hautes tiges, c'est 1 pour 100 mètres carrés au lieu d'1 pour 250 mètres carrés. On maintient les surfaces libres traitées en espace perméable à 35 mètres carrés minimum, dont 10% en pleine terre. Et on émet les mêmes réserves concernant les essences des arbres. Après, nous sommes en AU, à urbaniser, donc c'est la zone de la plante des champs.
Là, je pense que je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus, puisque ça rentre dans le cadre de l'arrêté préfectoral et la mise en compatibilité de notre PLU. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Et on arrive donc aux zones naturelles qui ne comportent pas de modifications particulières. Donc là, M. Capmarty, qui levait la main tout à l'heure, peut poser ses questions. Merci, Monsieur François Rose. Avez-vous des remarques à formuler sur cette révision du PLU? Monsieur Capmarty. Oui. Oui, je vous remercie, Monsieur Rose, de vos explications. Mais 5 jours pour étudier 1600 pages, je ne vois pas comment on peut faire. Et donc, c'est pas sérieux. Je voudrais bien savoir qui a pu l'étudier dans un temps si court. Bon, l'écoquartier de la Plante des Champs n'est pas un bon projet en surface végétale et en termes de logements sociaux, ainsi que les offres de parking. C'est tout? Bah, donc, j'ai pas tout lu. Concernant les 5 jours et les 600 pages, je voudrais quand même faire remarquer qu'on a lancé la révision du PLU il y a 2 ans. Il y a 1 an, nous avons fait un arrêté du PLU. Il y a à peu près 7-8 mois, nous avons délibéré sur le PADD. Il y a eu plusieurs réunions publiques qui se sont tenues en mairie avec des exposés faits à chaque réunion publique, avec des planches qui étaient montrées pour ceux qui y participaient. Au niveau de la formation, même si on ne lit pas les 600 pages des documents qui vous ont été envoyés dans les délais légaux, soit dit au passage quand même si c'est beaucoup de lire 600 pages en 5 jours, je le reconnais, mais vous avez eu quand même de l'information au préalable qui vous permettait d'avoir une parfaite connaissance des documents présentés aujourd'hui. Par ailleurs, il y a eu les enquêtes publiques, les permanences du commissaire enquêteur, qui permettaient là aussi de consulter les documents, de faire vos remarques. Donc, même si 600 pages, c'est difficile de les lire en 5 jours, en réalité, il faut voir que cette révision, elle a mis 2 ans pour se réaliser. Concernant la plante des champs, contrairement à ce que vous pouvez penser de la plante des champs, moi je vais refaire la même comparaison que je vous faisais lors d'une précédente réunion. Les lévriers, 444 logements sur 3,5 hectares. La plante des champs, 500 logements, c'est-à-dire 56 de plus sur plus du double de surface. Quand on est au lévrier dans la partie centrale, on y est allé récemment avec monsieur le maire dans le cadre d'un diagnostic en marchant. Les habitants reconnaissent qu'il y a de la verdure, qu'il y a de la place. Ils ne s'en plaignent pas. Donc je pense que sur la ZAC de la plante des champs, il y en aura encore plus. Que l'aménagement sera plus moderne, de meilleure qualité probablement. Et qu'en conséquence, je ne peux que rejeter votre remarque. Y a-t-il d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, c'est quand même 2 ans de travail, je vais faire une petite intervention. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le vote de ce soir sur le plan local d'urbanisme engage l'avenir de notre ville. Il s'agit d'un document essentiel qui fixe les grandes orientations de l'aménagement de Montmagny à l'horizon 2040 et qui doit répondre à la fois aux besoins de logement, d'emploi, mais aussi à la préservation de notre cadre de vie et de notre environnement. Le SDRIF-E fixe pour notre commune un objectif d'augmentation de 15% du nombre de logements d'ici 2040, soit environ 900 logements supplémentaires sur cette période. Cet effort est nécessaire car nous manquons de logements pour nos propres habitants. Je pense notamment aux jeunes Magny-Montois qui souhaitent s'installer à Montmagny ou encore à l'évolution des modes de vie comme l'augmentation des familles monoparentales et la garde alternée des enfants qui double la possibilité d'avoir des logements. Cet effort se fera dans un esprit d'équilibre et de responsabilité. Nous maintiendrons le taux de logements sociaux obligatoire à 25%, tout en imposant, à partir de tout projet de 10 logements, un minimum de 30% de logements sociaux. C'est une condition indispensable pour favoriser la mixité sociale et garantir l'accès au logement pour tous. Parallèlement, nous voulons lutter contre le mal-logement. Cela passe par l'extension du dispositif du permis de louer, mais aussi par la limitation des divisions abusives de logements qui dégradent les conditions de vie et accentuent la précarité.
Nous voulons également favoriser la création d'emplois et soutenir le dynamisme économique de Montmagny. Cela se traduira notamment par le développement des pôles économiques, des Trois-Cornets et du PTM au sud de la commune, qui constituent des leviers importants pour l'activité et l'attractivité de notre territoire. Mais tout cela doit s'inscrire dans un cadre respectueux de notre environnement exceptionnel, que nous devons préserver et même valoriser. Je rappellerai quand même que Montmagny a la chance d'avoir à peu près, sur 290 hectares, une petite centaine d'hectares en vert, en zone naturelle. Et c'est ça qu'il faut absolument préserver. Ce sera le cas avec les 2 hectares du futur parc urbain de la ZAC de la Plante des Champs. Ce sera également le cas pour la butte Pinson, qui depuis sa transformation engagée en juin dernier, est désormais préservée de toute urbanisation. Elle restera un grand espace vert de loisirs tout en limitant les risques liés aux dépôts sauvages et en renforçant la sécurité pour les usagers comme pour la faune locale. Le rue des Haras sera lui aussi mis en valeur par le SIAR, notamment au niveau de la rue Jules Ferry, sur la gauche en allant vers Intermarché, permettant de recréer des espaces de nature en ville et de restaurer la trame bleue. Nos parcelles agricoles et nos jardins familiaux seront maintenus. Enfin, les parcs existants seront préservés et même étendus, avec notamment la création du parc du Rouillon. Ces choix traduisent une volonté claire, celle de préserver nos espaces verts, d'augmenter la part de pleine terre dans les zones urbaines, de favoriser la désimperméabilisation et la biodiversité et de renforcer la sensibilisation de tous aux enjeux environnementaux locaux. Nous voulons un développement urbain maîtrisé. Cela signifie que dans certains secteurs, comme le centre-ville ou les quartiers pavillonnaires, nous limiterons volontairement l'intensification urbaine pour préserver leur identité et leur équilibre. Mesdames, Messieurs, notre ambition est simple. Répondre aux besoins de logement et d'emploi de demain tout en protégeant notre cadre de vie et notre environnement. Ce sont ces atouts qui font l'attractivité de Montmagny et qui garantiront aux générations futures une ville durable, accueillante et agréable à vivre. Il faut noter que ce que je ne veux pas, c'est faire de Montmagny ce qui a été fait dans les années 70 par les amis de M. Cap-Marty. C'est pour ça que lorsqu'il nous donne des leçons sur la ZAC de la Jonction, de la Plante des Champs, ça me fait bien rire. Je voudrais également m'associer aux remerciements que François Rose a fait tout à l'heure, au niveau de Mme Nietzsche, qui nous a accompagnés pendant 2 ans avec toute sa compétence, son sourire et sa patience. Je veux le noter. C'était très agréable, Madame, de travailler avec vous. Et bien évidemment, vous avez beaucoup travaillé avec Anne Frétigny, qui a également beaucoup travaillé avec nous. Et je voulais également la remercier pour ce travail très long, mais c'est le délai à peu près normal. Vous l'allez un peu plus vite, mais bon, on n'y est pas arrivé. Mais c'est 24 mois d'intense travail et d'intenses réunions. Merci à toutes les deux. On va passer au vote si vous le voulez bien, puisqu'il n'y a plus de questions. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty. Qui s'abstient? Une abstention. Madame Farge. Le reste pour, 26 pour. Alors, le point 8, création, suppression de postes et autorisation de recourir à du personnel contractuel. C'est moi qui vais vous le présenter. Alors, donc, au niveau des créations, il n'y a pas grand-chose cette fois-ci. Au niveau de la direction de la vie scolaire et périscolaire, suite au changement de filière des intervenants classe, on crée 2 postes d'adjoint territorial d'animation à la place de grade d'adjoint technique territorial. Également, puisque là c'était pour 5 heures, la même chose pour un poste de 2h30, qu'on passe, change de filière à l'identique. Suite à un changement de filière, on crée un poste d'accompagnant pédestre de 14 heures au grade d'adjoint territorial d'animation au lieu de grade d'adjoint technique. Suite à les mises à jour des effectifs, on crée un poste permanent d'animateur à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie C au grade d'adjoint d'animation principale de 2e classe à compter du 1er novembre 2025. Suite à la mise à jour des effectifs, on crée 3 postes non permanents d'animateurs à temps non complet à raison de 8 heures hebdomadaires
de catégorie C au grade d'adjoint territorial d'animation à compter du 1er novembre 2025. Au niveau de la direction de la petite enfance, on crée un poste permanent de directeur adjoint à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie B au cadre d'emploi des rédacteurs et auxiliaires de puériculture territoriaux à compter du 1er novembre 2025. Et enfin, les promotions internes de l'année 2025 au service des affaires générales et de l'état civil. Donc on crée le nouveau poste dû à la promotion et on supprime l'ancien. De même pour la direction de la petite enfance, on crée un nouveau poste d'auxiliaire petite enfance à temps complet au grade d'agent de maîtrise et on supprime l'ancien grade. Au niveau de la direction des espaces publics, la même chose pour le responsable plomberie, menuiserie, peinture et serrurerie au grade d'adjoint de maîtrise territoriale et on supprime le grade d'adjoint technique. Et puis à la direction de la communication, on crée donc un poste permanent de directeur de la communication à temps complet au grade, à la catégorie A, au grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine à compter du 1er décembre 2025 et on supprime l'ancien poste. Avez-vous des remarques à formuler sur ces créations-suppressions de postes? C'était assez simple aujourd'hui. S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité 28. Le point suivant, c'est le point 9, la protection sociale complémentaire, les risques de santé. Et je donne la parole à M. Laborde. Le micro. Ah, il ne marche pas là. Est-ce qu'il est mis? Non. Prenez celui de votre voisin. Merci bien. Là, ça marche. Voilà, là ça marche. Donc, on parlait mutuelle et donc complémentaire santé, puisqu'à partir du 1er janvier 2026, la participation minimale de l'employeur passe à 15 €, sachant qu'à l'heure actuelle, elle est évaluée à 13 €. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accorder une participation de 15 € au titre de la complémentaire santé, exclusivement pour tous les contrats souscrits auprès d'organismes labellisés. Et cette participation concernera l'ensemble des agents titulaires, contractuels de droit public ou privé, en activité au sein de la collectivité. Merci, Monsieur Bernard Laborde. Avez-vous des remarques sur cette protection sociale complémentaire, risque de santé? S'il n'y en a pas, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, 28 pour. Le point suivant, c'est le point 10, qui concerne l'instauration de l'indemnité de maniement de fonds. Monsieur Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc, cette indemnité de maniement de fonds, en fait, existe déjà sous la dénomination de l'indemnité de responsabilité des régisseurs. C'est une prime réglementaire attribuée aux agents manipulant de manière régulière des espèces, titres ou valeurs, notamment dans le cadre de fonctions de régisseur d'avance, de recettes ou mixtes. Outre la dénomination le changement de dénomination, il était attendu une revalorisation de cette indemnité. Par contre, les décrets ne sont toujours pas parus. Donc, il est proposé au conseil municipal d'instaurer cette indemnité telle que prévue par la réglementation en vigueur. Merci, monsieur Laborde. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité 28. Le point 11, c'est la convention de prestation de contre-visite Reliens. Monsieur Laborde. Donc, il est proposé d'adhérer à cette convention. En fait, les contre-visites médicales, c'est par rapport aux contrôles médicaux de l'employeur. Sachant que la pénurie de médecins experts existe, ça nous offre une marge de manœuvre plus large et donc proposé
au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de prestation de contre-visite. Les tarifs quand même, concernant le contre-visite au domicile de l'agent, ça représente 88 € hors taxe, plus une indemnité kilométrique de 0,61 €. Et au cabinet du médecin, c'est toujours 88 € hors taxe. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette convention de prestation? Monsieur Cap-Marty, Oui, il y a beaucoup de malfaçons sur la mairie de Montmagny. il y a beaucoup de... De malfaçons? Ah, de contrôle. Non, de malfaçons que l'on peut estimer de la part des salariés de la mairie. C'est-à-dire C'est pas le but de la délibération. Le but de la délibération, face à la pénurie de médecins dont vous ne devez pas ignorer l'existence, il est simplement fait appel à Reliens, qui a un pôle de médecins qui peut faire des contrôles, des contre-visites, mais c'est surtout pour les arrêts longue durée qui sont contrôlés obligatoirement. Il faut bien noter que ce n'est pas forcément, entre guillemets, du flicage. Pas du tout. Ça permet aussi de détecter des besoins beaucoup plus importants qui n'auraient été précédemment on n'est pas évalués. dans une mairie de gauche, Bernard. Alors, avez-vous d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité 28. Le point 12. Alors, le point 12, Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du Centre interdépartemental de gestion. Ça, c'est quelque chose que l'on fait tous les 4 ans. Monsieur Bernard Laborde. Et donc, tout comme tous les 4 ans, on propose au conseil municipal de se rallier à la procédure de renégociation, puisqu'en fait, donc, l'appel d'offres, enfin, le contrat étant arrivé à échéance, un appel d'offres est renouvelé. Ça nous permet, du moins au CIG, d'avoir un poids supplémentaire vis-à-vis des opérateurs, sachant que donner mandat au CIG ne nous engage pas à adhérer systématiquement à l'appel d'offres. Avez-vous des questions sur ce ralliement à la procédure de renégociation, comme on fait tous les 4 ans? Il est mieux de faire agir des spécialistes à notre place qui ont la possibilité de négocier à notre place des contrats avantageux. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. 28 pour. Les points suivants, c'est le point 13 et le point 14. C'est l'approbation de la garantie d'emprunt accordée à l'immobilière 3F pour la réhabilitation de 41 logements situés 1 place de la division Leclerc à Montmagny et délibération 14, 40 logements au 102 rue Carnot. Alors c'est le point que l'on avait déjà passé au dernier conseil municipal. Il n'y a rien de changé, simplement c'est la forme qui change pour la CDC qui veut que ce soit comme ça. Monsieur Lalmy, rien à ajouter d'autre, puisque vous avez déjà tout dit au dernier conseil municipal et on s'en rappelle. Merci. On peut passer au vote. Monsieur Cap-Marty. Juste, la limite c'est toujours 50% du budget de fonctionnement. C'est 50% du budget de fonctionnement, la limite maxi qu'on peut engager. je pense que c'est plus que ça. Mais enfin, on en est loin dans les garanties d'emprunt Oui, que l'on a. on en est loin. On en est très loin. De toute façon, vous l'avez chaque année dans le compte administratif. Il y a une page qui est consacrée. Mais il me semble que c'est 50% ou plus que ça. 50 50%, non. Moi, c'est ce que j'ai lu. Hein. Pour moi, ça approche plus 100% que 50%. Mais bon, je ne sais pas. Mais enfin, on en est loin. Donc, on va reprendre le point 13 pour le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 14, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 15, c'est l'adhésion au CIGEF de la commune de Longpont-sur-Orge au titre des compétences d'autorité organisatrice du service public de distribution du gaz. Et bien évidemment, je donne la parole à Mireille Benatar. Merci, Monsieur le maire.
La commune de Lompont-sur-Orge a, par délibération en date du 9 avril dernier, transféré au CIGEF, syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, la compétence d'autorité organisatrice de services publics de la distribution de gaz. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la délibération du CIGEF ayant autorisé l'adhésion de cette nouvelle commune est notifiée à chacune de ces collectivités adhérentes qui disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer à leur tour. Merci Mireille. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, ça ne pose pas de questions particulières. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, 28 pour. Le point 16, c'est l'adoption de la convention de mise à disposition d'un véhicule 9 places du service des sports et de la jeunesse au bénéfice des associations sportives manimontoises pour les déplacements sportifs. Et je donne la parole à M. Moustapha Bamba. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique sportive, la commune de Montmagny accompagne activement les associations sportives dans leur activité pour promouvoir et développer la pratique physique et sportive des Manimontois. Les associations sportives sont régulièrement amenées à organiser des déplacements afin de permettre à leurs licenciés de participer à des compétitions, rencontres ou manifestations en dehors de la commune. Ces déplacements constituent un enjeu important en termes de logistique, d'accessibilité et de sécurité. Afin de répondre à ce besoin, la ville dispose au sein du service des sports et de la jeunesse d'un véhicule de 9 places pouvant être mis à disposition aux associations sportives. La mise en place d'une convention est nécessaire pour fixer les modalités d'utilisation de ce véhicule, pour préciser les conditions de réservation, d'entretien, de carburant, d'assurance, ainsi que les responsabilités respectives de la ville et des associations. La convention proposée vise à faciliter le transport des sportifs manimontois, garantir un cadre juridique et organisationnel clair, renforcer le partenariat entre la ville et les associations, promouvoir la pratique sportive et la participation aux compétitions extérieures. Le conseil municipal est donc invité à approuver la convention de mise à disposition d'un véhicule 9 places du service sport et de la jeunesse au bénéfice des associations sportives manimontoises pour les déplacements sportifs tels que joints en annexe. Voilà une bonne chose. Y a-t-il des remarques à formuler sur cette convention? S'il n'y en a pas, ça va faciliter la vie des associations et de nos sportifs. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, 28. Le point 17, c'est la demande de renouvellement de la labellisation du Centre d'information et d'insertion jeunesse, le CIIJ de Montmagny, pour une durée de 6 ans. Monsieur Moustapha Bamba. Merci, monsieur le maire. Le Centre d'information et d'insertion jeunesse, CIIJ de Montmagny, rattaché au service des sports et de la jeunesse, œuvre en faveur de l'accompagnement des jeunes manimontois de 12 à 30 ans. Il les accompagne dans de nombreux domaines comme le parcours d'orientation, la formation, l'accès à l'emploi, la mobilité, la citoyenneté, la santé ou encore l'autonomie dans l'accès aux dispositifs de droit commun. Le Centre d'information et d'insertion jeunesse met à disposition des jeunes manimontois un service gratuit et ouvert à tous, comprenant notamment des informations fiables, actualisées et anonymes, des conseils personnalisés par des professionnels qualifiés, des ateliers thématiques, forums, permanences et temps d'écoute, un accompagnement individualisé vers les dispositifs existants, emploi, logement, santé, mobilité et droits. Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la ville de Montmagny souhaite, dans une logique de qualité de service, de reconnaissance institutionnelle et de coordination avec les acteurs du réseau régional et national, engager une procédure de labellisation du CIIJ auprès du Centre régional information jeunesse d'Île-de-France. Cette labellisation a pour objectif de reconnaître officiellement le CIIJ de Montmagny comme membre du réseau information jeunesse, garantir le respect de la Charte nationale de l'information jeunesse, permettre l'accès à des ressources, formations et outils partagés au niveau régional et national, renforcer le maillage territorial. Excusez-moi, je n'arrive plus à lire. Merci. Renforcer le maillage territorial de l'information jeunesse au sein du Val d'Oise et de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, faciliter la coopération avec les autres structures de labellisation et les services de l'État. Ainsi, les missions du Centre d'information et d'insertion jeunesse de Montmagny seront axées en priorité sur les points suivants. Accueil libre et anonyme des jeunes, accompagnement à l'orientation scolaire et professionnelle, soutien à l'insertion, rédaction de CV, préparation à l'entretien, accès aux dispositifs.
Information sur les droits, la santé, la mobilité, les loisirs, la citoyenneté, ateliers thématiques, parrainage, mini-stage, rencontres avec des professionnels, coopération étroite avec les établissements scolaires, France Travail, la mission locale, les associations locales. Conformément à la réglementation en vigueur, la labellisation est accordée pour une durée de 6 ans, sous réserve du respect des engagements pris par la structure et du suivi de l'évaluation triennale. Le conseil municipal est donc invité à approuver la demande de labellisation du Centre d'information et d'information jeunesse de Montmagny auprès du réseau d'information jeunesse pour une durée de 6 ans. Merci, Monsieur Moustapha Bamba. Avez-vous des remarques à formuler sur ce renouvellement de la labellisation du Centre d'information et d'insertion jeunesse? S'il n'y en a pas, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité 28. Le point 18, c'est l'adoption du règlement intérieur et de la charte des droits et devoirs de l'accueil de loisirs 11-17 ans pour le service jeunesse de Montmagny. Je crois qu'il n'y avait pas de règlement intérieur antérieurement. Pas, donc, Monsieur Moustapha Bamba. Cadre. La jeunesse est un atout majeur et une ressource primordiale non seulement pour le présent, mais essentiellement pour l'avenir. Les jeunes sont porteurs d'un énorme potentiel qui mettront ensuite au service de leur famille, de leur ville, de leur communauté et du pays, pour peu qu'on les accompagne au mieux vers l'âge adulte. La commune de Montmagny, consciente des enjeux autour de la jeunesse, déploie depuis plusieurs années un programme d'action en faveur des jeunes du territoire afin de les accompagner, de les soutenir et de les valoriser. Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la ville de Montmagny propose un accueil de loisirs destiné aux jeunes âgés de 11 à 17 ans, domiciliés en priorité sur la commune. Ce dispositif vise à offrir un espace structurant d'accompagnement éducatif, culturel, sportif et citoyen, encadré par une équipe qualifiée. Afin de garantir un fonctionnement harmonieux, sécurisé, respectueux de tous, il est nécessaire d'adopter un règlement intérieur, incluant une charte formalisant les droits, devoirs et règles de vie au sein de l'accueil de loisirs, destiné aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. Par conséquent, le règlement intérieur se concentrera prioritairement sur les objectifs suivants. Fixer un cadre clair, bienveillant et sécurisant pour les jeunes accueillis, préciser les modalités d'inscription, de participation et de fonctionnement, promouvoir les valeurs de respect, de solidarité et de citoyenneté, garantir la sécurité et la responsabilité partagée entre les jeunes, les familles et le personnel encadrant. Au regard de ces objectifs, le règlement prévoit les points suivants: les conditions d'inscription, les modalités d'accueil sur les espaces jeunesse Suzanne Valadon et Jean-François Villemont, les règles de vie et comportements attendus, les dispositions relatives à la sécurité, à la santé et à la responsabilité, le cadre des sorties, des déplacements et de l'usage d'objets personnels, les sanctions disciplinaires progressives et adaptées. Et enfin, l'engagement des jeunes et des familles formalisé par la signature du règlement et d'une charte des droits et devoirs. Le conseil municipal est donc invité à adopter le règlement intérieur ainsi que la charte des droits et devoirs telle que joint en annexe. Merci Monsieur Moustapha Bamba. C'est vrai que c'est mieux quand c'est écrit. Y a-t-il des remarques sur ce point 18? S'il n'y en a pas, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité 28. Pour répondre à votre question tout à l'heure, Monsieur Capmarty, il n'y a pas pour le logement social, il n'y a pas de limite pour l'emprunt. Par contre, il y a une limite qui est pour les logements, ce qui n'est pas social, de logement social. Là, c'est 50%. Mais bon, on fait surtout avec, bien évidemment, du logement social, nos garanties d'emprunt, sauf il y a quelques années, on avait fait une garantie d'emprunt pour EDVO, mais qui commence à se terminer. Et là, c'est 50% des recettes de fonctionnement. Voilà. Le point 19, c'est, comme on avait fait il y a 6 ans, la fixation des tarifs des salles municipales en période électorale pour les élections de mars 2026. Donc le Code général des collectivités territoriales permet au maire, sous le contrôle du conseil municipal, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire en conséquence tout acte conservatoire de ses droits. L'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales précise quant à lui que les locaux communaux peuvent être utilisés par les associations et partis politiques qui en font la demande. C'est au maire qu'il revient de déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés
compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe en tant que de besoin la contribution due à raison de cette utilisation. Les locaux communaux peuvent également être mis à disposition des organisations syndicales dans les mêmes conditions. Donc, la délibération du conseil municipal du 27 juin 2019 a approuvé le règlement intérieur et tarifs de la salle des fêtes et de ses annexes, ainsi que les conventions de mise à disposition. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs des salles municipales mises à disposition en période électorale et par conséquent pour les élections municipales de 2026. On vous a mis le tableau des tarifs. Donc, ce sera gratuité pour la première demande de la salle des fêtes, la salle principale, de l'annexe de la salle des fêtes, le rez-de-chaussée, de l'espace Antoine de Saint-Exupéry, de l'espace Suzanne Valadon et du restaurant scolaire de l'école Jean-Baptiste Clément. Au-delà de cette première demande gratuite, le tarif sera de 535 € pour la salle des fêtes avec une caution de 500 € et une capacité d'accueil maximale de 200 personnes. Pour l'annexe de la salle des fêtes, c'est 19 personnes maximum, 500 € de caution et le tarif 150, à la deuxième demande, 150 €. Pour l'espace Antoine de Saint-Exupéry, ce sera 250 €, 140 personnes maximum, une caution de 500 €. Pour l'espace Suzanne Valadon, 250 € la location, 140 personnes maximum, 500 € de caution. Et enfin pour JBC, 250 € la location, 110 personnes maximum et 500 € de caution. Voilà ce que je vous propose d'adopter comme il y a 6 ans. Y a-t-il des remarques sur ce point? Monsieur Oui. Capmarty. Et donc, déjà, c'est très cher pour les élections de Montmagny. Hein, en fait, il s'agit de Montmagny. Et je voudrais savoir si c'est pour les réunions publiques ou les réunions privées. C'est pas marqué nulle part. C'est pour des réunions publiques ou C'est pas marqué. Privé, ça veut dire quoi dans le cadre des élections? Là, c'est comme il y a 6 ans. Donc, vous avez le droit à 5 salles gratuites, ce qui représente tous les quartiers de la ville, ce qui n'est pas mal. Ça avait bien marché il y a 6 ans. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas cette fois-ci. Et au-delà, il faut régler. C'est obligatoire, si vous voulez. Si on n'instaure pas un service gratuit pour tout le monde, c'est obligatoirement payant. Et dans vos comptes de campagne. Donc là, en donnant la possibilité à tout le monde de louer gratuitement ces 5 salles, une fois, ça ne rentre pas dans les comptes de campagne. Au-delà, ça rentre dans les comptes de campagne et on fait le tarif que l'on fait pour la salle des fêtes, c'est le tarif qu'on fait pour la salle des fêtes. On peut pas faire. Vous n'avez pas le droit d'obtenir un tarif pendant la campagne électorale privilégié. Donc, sinon, vous êtes redressé. Ok. Ma question aussi, c'était savoir si c'était pour réunion privée ou publique. Si vous me louez la salle des fêtes pour une réunion privée, je ne vais pas le vous croire. Ah bon? Non, 200 personnes, ou une réunion privée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être combien? Réunion privée, c'est un petit comité. Pour la salle des fêtes, je suis d'accord avec vous. Mais pour les petites salles. Et puis d'autre part, la salle Villemont, pourquoi elle n'est pas proposée, la salle Villemont? Parce qu'il y a beaucoup d'activités à la salle Villemont. Trop d'activités? D'accord. Bon, donc il faudrait quand même préciser réunion publique. Oui. Et de toute façon, il y a 6 ans, il n'y avait pas Villemont non plus. Oui. Il y avait, si vous voulez, en plus, il y a 6 ans, la salle du premier étage, la salle annexe. Ouais. Mais aujourd'hui, on a le droit de mettre 9 personnes. Donc si vous êtes déjà 9, il n'y a pas de public. Hein. Donc j'ai trouvé que c'était ridicule, c'est pour ça que je l'ai supprimé. C'est pour ça que le chiffre 19 était... Alors, auparavant, c'était 40. Voilà, il y a une tolérance pour... C'est pour ça, 19, j'ai rarement vu 19. Pour être au-dessus de 19, mais bon... c'est le règlement. Il n'y a qu'une sortie. Hein. Oui, c'est ça. Mais pas une porte... C'est le problème. Hein. 19, donc, une sortie, si vous voulez, c'est la dernière commission qui a ramené de 40 à 19. C'est ça, ça a évolué. En tout cas, il n'y avait pas 19 avant. Ouais. Bien sûr, ça c'est sûr. Alors, si on fait une réunion privée... Pardon? Si on fait une réunion privée...
Une réunion privée, qu'est-ce que vous appelez une réunion privée? Avec Pour une des amis. élection, Qu'il n'y a pas de public qui arrive, on ne met pas un non, mais tract alors là, disant on vous invite bien à évidemment que tel- ça va être payante, parce que alors là, vous l'utilisez comme local de campagne, et automatiquement, un local de campagne, il faut le facturer. Obligatoirement. Si vous lisez le règlement Oui, je sais. de la Commission nationale des comptes de campagne, tout est inscrit. Hein. Oui, je sais. Donc là, ça ne peut pas être dans ce cas-là. Hein. Ok. Donc c'est obligatoirement pour tout type de réunion, bien évidemment. Hein. Ouais, ça aurait pu être 50 €. Ça aurait été mieux que 150. Ah, mais on est Et obligé on aurait été réglementaire. d'appliquer le tarif que l'on applique. Oui. On passe au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty. Qui s'abstient? 27. Le point suivant, c'est le point habituel des décisions du maire. Avez-vous des remarques à formuler sur les décisions? Monsieur Cap-Marty. Une question. Les 290 000 € pour les cars, pour les sous-traitants cars, est-ce qu'il a été fait des calculs de l'intérêt d'en acheter un, par exemple pour diminuer les prestations aux sous-traitants? Aux sous-traitants. Là, on commande à des sous-traitants. Donc les sous-traitants, est-ce que le fait de commander la du sous-traitant, ça ne revient pas plus cher que d'en avoir au moins un, on ne va pas en avoir 10, mais en avoir un? Est-ce que ce n'est pas intéressant financièrement d'avoir un quart par rapport à sous-traiter l'ensemble? Voilà. Non, ben c'est pas intéressant parce que souvent on a besoin de plusieurs quarts en même temps. Oui, mais moi j'ai dit un quart. Ah oui, mais un J'ai quart, pas dit- oui, mais bon, si vous en avez besoin de deux et que vous en avez qu'un, Bah, en louer un. on sous-traite à ce Après, moment-là. il vous faut plusieurs chauffeurs. Non, mais Et en fait, on a fait le calcul. Non, c'est pas du tout avantageux. je pourrais bien voir le calcul. Un quart, c'est quand même environ 300 000 € d'investissement. Oui. Ensuite, il faut le stocker, parce que le car, on ne va pas le laisser sur la place publique, donc il faut un garage pour le stocker. C'est pas un garage qui est petit quand même, il faut qu'il fasse au moins 5 mètres de large sur 20-25 mètres de long pour stocker le car. Si on additionne ça, plus trouver un chauffeur qui a le permis de transport en commun, et ainsi de suite, je pense qu'on est loin de la rentabilité par rapport aux locations actuelles. Trouver un chauffeur, je ne crois pas que ce soit un problème. Hein. Si aujourd'hui, justement, la RATP et toutes les compagnies de cars ont du mal à recruter des chauffeurs. Donc, oui, c'est pas facile du tout. Donc, on prend acte des décisions qui ont été prises entre les deux conseils. Je vous annonce donc le prochain conseil municipal qui en principe sera le dernier de l'année et le dernier du mandat, sauf exception, point urgent, puisque le budget et le DOB sera voté comme habituellement par la nouvelle équipe. Donc ce conseil municipal, ce sera le 84e conseil municipal que j'aurai l'honneur de présider. Et ce sera donc le 11 décembre 2025. Je remercie donc le public qui était en direct sur le live malgré les petites difficultés en début et également ceux qui le verront en replay. Je remercie les élus présents, les élus qui ont travaillé pour faire ce conseil municipal ainsi que vos services municipaux. Et je clôt la séance en vous souhaitant une très bonne soirée. Il est 22h38.